Comment vendre ses prestations de services sans risque? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et je ne vais pas répondre à cette question moi-même. J'ai invité Maître Henri de la Motte Rouge, qui est mon avocat. Je me suis dit que ce serait intéressant de l'inviter sur la chaîne pour échanger sur les enjeux et les problématiques juridiques rencontrées par les freelances, coachs, consultants, bref, par tous les prestataires de services. Et je vais poser tout un tas de questions. C'est une interview qui apporte énormément de valeur. Il a été vraiment sympa et il répond en détail à mes différentes questions. Ça va énormément t'aider. Et je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on a préparé quelque chose pour toi qui va être aussi très utile en tant que prestataire de service. C'est essentiel d'avoir des bases juridiques solides. Donc voilà, il y a une petite surprise qui va te plaire. Juste avant de te laisser avec l'interview, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Il faut savoir que les interviews de ce genre sont pas forcément les types de contenus les plus avantagés, favorisés par YouTube. Donc c'est ultra important de donner de la force dans ce genre de moment, dans ce genre de cas. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et si tu veux développer ton business, si tu veux accélérer ta croissance, c'est le tout dernier point que je voulais mentionner. J'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 heures un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à des tarifs premium. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc, c'est pour les freelances, coachs, consultants les plus ambitieux qui veulent développer leur activité, leur business plus rapidement. Donc, clique sur le lien en description ou sur le i. Je te laisse tout de suite avec l'interview. Bonjour Henri, est-ce que tu peux commencer par te présenter, toi et ton cabinet, s'il te plaît? Oui, bonjour Yann, merci de me recevoir. Alors moi, je suis Henri de la Motte Rouge, je suis avocat associé fondateur du cabinet TLMR Avocat. Et puis, en parallèle de ce cabinet, avec mon associé Jean-Philippe Toiti, nous avons monté un programme de formation et d'accompagnement pour les entrepreneurs du web qui s'appelle Infoloyers. Voilà, notre cabinet TLMR, c'est un cabinet qui est classé parmi les meilleurs cabinets français en droit du web, droit des nouvelles technologies, propriété intellectuelle, et puis également en droit immobilier. On souhaitait finalement s'ouvrir à une clientèle plus large et surtout rendre le droit accessible. C'est vraiment notre motto, l'excellence, rendre l'excellence accessible. C'est pour ça qu'on a créé les programmes Infoloyers. D'accord. Je voulais justement t'inviter sur la chaîne parce qu'il y a pas mal de sujets juridiques, voilà, de problématiques qui sont rencontrées par les freelances, coachs et consultants. Et voilà, je me suis dit que ce serait pertinent d'aborder tout ça avec toi un peu en détail. Je voulais commencer déjà avec une première question qui peut sembler assez simple, mais je vois pas mal d'erreurs là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est essentiel d'investir dans sa protection juridique en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur de manière générale? Selon toi, quelles peuvent être en fait les conséquences de l'économiser et est-ce que tu as des exemples d'entrepreneurs qui n'avaient pas de protection solide et pour qui ça s'est mal passé, par exemple? En fait, le juridique et traiter le juridique permet d'anticiper et va vous faire gagner beaucoup de temps et d'argent dans votre business. Donc, c'est vraiment quelque chose, à notre sens, qu'il faut traiter dès le début. Évidemment, pas forcément de la même manière en fonction de votre état d'avancement, mais voilà, par exemple, un exemple d'un coach sportif qui vendait des produits de coaching en ligne du coup, en matière de droit de rétractation, lorsque vous faites de la vente en ligne, il y a une obligation d'avoir un droit de rétractation qui est de 14 jours. Et si vous ne mettez pas l'ensemble des formalités relatives au droit de rétractation, un client consommateur, donc un particulier, peut vous demander à se rétracter non plus dans les 14 jours, mais jusqu'à 12 mois après la vente. Et on a eu plusieurs cas, mais là je vous parle du cas de ce coach sportif, où finalement c'est plusieurs clients qui étaient un peu insatisfaits et puis qui se sont passés le mot, parce que souvent on est dans des groupes communautaires, pour dire plus de 3 mois après, donc le coaching avait été évidemment délivré, on souhaite un remboursement et du coup ce remboursement n'a pas a été obligé d'être fait, puisque les personnes, ce coach en l'occurrence, n'avait pas respecté la réglementation. Et ça montre quelque chose. Ça montre que s'il y a plusieurs personnes qui demandent ce remboursement, ça peut vraiment mettre à mal un business, tout simplement parce qu'il n'y avait pas les mentions obligatoires dans les CGV et que des clients potentiellement même de mauvaise foi qui ont consommé
coaching, une formation, vont pouvoir demander un remboursement plus de 14 jours après, peut-être 6 mois après, et ça peut mettre vraiment en difficulté, voire être une cause de liquidation d'une entreprise, quoi. Ouais, donc faut pas économiser tout ça, quoi. Faut investir dans un avocat et dès le départ, en fait, selon toi, c'est un truc sur lequel il faut se pencher assez vite. Bah, Il si faut vous attendre un faites, peu. en fait, il y a plusieurs sujets, mais avoir finalement un bon contrat, si vous faites de la vente à des consommateurs, respecter le droit de la consommation, c'est absolument essentiel parce que ça vous évite d'aller au-devant de ce type de problématique. Alors, dans certains cas, évidemment, ça n'arrivera pas, mais dans le cas où ça arrive, ça peut mettre véritablement en danger votre activité. Voilà. Je dis souvent aussi, c'est important, c'est que avoir un bon contrat aussi, que vous soyez coach, prestataire, consultant ou que vous fassiez de l'infopreneuriat, vous vendez même en e-commerce, vous vendez en ligne, c'est fondamental d'avoir un bon contrat aussi parce que c'est quelque chose qui va rassurer, qui va vous crédibiliser, ça va vous donner aussi, si vous avez peut-être un peu le syndrome de l'imposteur, bah, ça va vous donner une assise, une solidité dans votre activité où vous vous dites, bah, moi je fais les choses bien, j'ai un vrai contrat qui est bien fait, qui respecte le droit de la consommation et donc c'est aussi un élément qui participe de votre professionnalisme. Ouais, carrément. C'est vrai qu'aussi quand on voit un freelance qui s'y prend un petit peu à l'arrache, voilà, qui a pas forcément les bons contrats, les bonnes mentions, etc. Enfin, je sais qu'il y a des clients qui peuvent un peu en abuser. C'est vrai que c'est un truc qui peut arriver. Donc le fait d'avoir tous les documents bien en règle, etc. Et faire les choses de façon carrée déjà en termes de positionnement et d'image en fait qu'on renvoie, ça a un impact quoi. Exactement, et surtout quand on est prestataire de service, parce qu'un prestataire de service, souvent, bah, moi, je le sais, je suis aussi client, je suis aussi prestataire en tant qu'avocat, mais je suis aussi client de certains prestataires de services. Euh, ben forcément, en fait, on attend qu'il soit carré, qu'il drive un peu la mission. Et si, en fait, il est un peu à l'arrache, bah, c'est un mauvais signe qu'il envoie dès le début de la contractualisation. Alors que si lui sait très bien de quoi sa mission est comprise, quels sont les livrables, quels sont les délais et comment il s'engage, comment il délivre sa prestation, parce qu'il y a réfléchi, parce que tout simplement quand on fait un contrat, ben, on réfléchit aussi à sa mission, et ben c'est vraiment rassurant pour le client également. Ouais, carrément. Et c'est quoi les erreurs les plus courantes que tu vois, les erreurs juridiques les plus courantes chez les prestataires de services? J'imagine qu'il y a des trucs qui reviennent assez souvent. Ouais, bah moi, je suis un petit peu fâché, si tu veux, Yann, de ne pas, de voir qu'il y a un certain nombre de prestataires de services qui n'ont pas de clauses limitatives et des clauses plafonnant leurs responsabilités, alors que ça change tout. Lorsque vous faites de la vente en B2B, lorsque vous avez des clients qui sont des professionnels, vous pouvez limiter votre responsabilité. Et bien sûr, on ne peut pas la limiter à zéro, parce que sinon le contrat, on serait vidé de sa substance, mais on peut la limiter par exemple au montant de la prestation vendue. Vous vendez une prestation 5 000 euros, et ben en fait, vous plafonnez votre responsabilité à 5 000 euros, vous la limitez aux dommages directs subis, et vous excluez tous les dommages indirects, type perte de chance, etc. Et ben votre responsabilité, elle est limitée à 5 000 euros, ce qui est fondamental. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un dossier où on voit qu'une responsabilité est limitée à 5 000 euros en qualité d'avocat, ben, on va se dire, ce dossier, il vaut pas la peine d'aller très loin, d'aller saisir un tribunal, Oui. etc. Et on va en conséquence essayer de négocier un dossier de ce type-là. Vous savez aussi que quand vous délivrez des prestations, bah, on ne peut pas aller vous demander des responsabilités illimitées, alors que c'est le cas. Bah, j'ai un cas, par exemple, d'une ghostwriteuse LinkedIn qui vendait des posts LinkedIn à son client. Évidemment, elle n'avait pas fait de contrat, ils se sont fait un petit échange de mails, il n'y avait pas de clause limitative de Hmm. responsabilité. Le client commence à dire, bah, moi, j'ai eu une perte de chance d'avoir un autre client parce que vous n'avez pas répondu à un poste, alors même que sa mission ne comprenait pas de la Ah réponse à oui. des postes et il y avait une imprécision dans la mission. Mais en conséquence, en fait,
le fait d'avoir cette clause limitative de responsabilité fait que cette cliente, elle aurait eu cette clause, elle aurait réduit considérablement son risque, alors que là, le client l'a menacé de l'attaquer pour des montants de plus de 25 000 euros, etc. Donc, pour avoir perdu des clients, voilà. Alors qu'elle aurait eu cette clause limitative de responsabilité sur le montant de sa prestation qui était payé 2 000 euros, on aurait tout de suite pu invoquer, non, non, mais il y a une clause limitative de responsabilité. Donc, Ouais. voilà, je suis désolé d'être un petit peu, mais parce Non, que non, ça mais me surprend finalement que la plupart des contrats ne contiennent pas cette clause ouais, limitative et qu'il y ait encore trop de freelances et de prestataires qui n'ont tout simplement pas de contrat. ouais, Euh, Après, évidemment, l'autre erreur, c'est par exemple ne pas avoir un contrat précis et délivrable précis. Si on reprend le cas de cette ghostwriteuse et de ce litige auquel je pense, elle n'avait pas de contrat précis et il y a eu une ambiguïté qui est née avec son client sur le fait de savoir si elle devait répondre aux commentaires. On sait ouais, qu'elle devait faire des posts LinkedIn, mais est-ce qu'elle devait répondre aux commentaires? Et de cette ambiguïté est né un litige. ouais. Donc avoir des contrats précis sur vos livrables est très important. Autre point, et en plus, je peux encore donner l'exemple de ce litige, c'est euh, cette cliente avait un client manifestement un peu embêtant, hein, quelque part, qui Il lui y en a fait, pas mal. Ça voilà, existe. il y en a pas mal, qui lui fait faire de multiples allers-retours. Donc la troisième erreur, si vous voulez, là je vous ai dit, il faut avoir une clause limitative de responsabilité, il faut avoir un contrat précis parce que ne pas avoir de contrat précis, c'est une erreur. Mais la troisième erreur, c'est ne pas avoir de clause limitant les allers-retours indéfinis, Hmm. ce qu'on appelle clause de recette. Mhm. Et quelque part, ce que je dis souvent, c'est que il faut avoir une clause limitant les allers-retours parce que lorsque vous avez un client qui est un peu embêtant, parfois la plupart des clients, on comprend, on a un, deux, trois allers-retours. Mais finalement, si vous avez un client qui exagère trop, à un moment donné, vous lui dites, attends, dans le contrat, il y a un ou il y a deux allers-retours. Ça ne vous empêche pas d'être plus commercial, d'avoir un contrat qui vous protège. Par contre, ça vous permet de mettre des limites à un client qui va abuser. Ouais. Et lorsque vous avez une clause de recette et qui limite les allers-retours, vous allez pouvoir dire tout aller-retour complémentaire sera facturé. C'est pas pour ça que vous l'invoquerez nécessairement, mais le contrat il est là pour être ressorti au moment où ça dégénère et où il y a de l'abus. Et c'est pour ça que cette clause aussi me semble être fondamentale. Enfin, un dernier point qui est une erreur assez courante et malheureusement trop courante, c'est le fait de ne pas faire signer des cessions de droits à ces intervenants. Les intervenants, si vous avez par exemple des personnes qui vous font justement du contenu, du copywriting, si vous avez des personnes qui vont intervenir pour vous pour faire du ghostwriting, Mhm. de la rédaction web, qui vont vous créer un logo, qui vont vous designer un site internet, en fait, ils génèrent de la propriété intellectuelle. Cette propriété intellectuelle, si ces personnes-là ne font pas une cession par écrit de la propriété intellectuelle, elle ne vous appartient pas parce que le code de la propriété intellectuelle impose que les cessions soient formalisées par écrit. Et si ça n'est pas formalisé par écrit, ça ne vous appartient pas, ce qui fait que c'est quelque chose qu'on peut invoquer voire même demander, et si je reviens et je reboucle toujours sur mon cas de la ghostwriter LinkedIn qui n'était pas payée par son client, c'est comme ça qu'on l'a sorti d'affaire, parce qu'on a dit au client, on a mis en demeure le client de retirer l'ensemble des contenus qu'elle avait rédigés parce qu'elle n'avait pas fait de cession de droit. Donc vous voyez, tant en tant que client qu'en tant que prestataire, et en général, comme je vous le disais, pour moi-même, c'est le cas, mais pour vous aussi, vous êtes parfois client, parfois prestataire, vous avez intérêt à avoir des contrats qui vous protègent, qui prévoient les questions de propriété intellectuelle, qui prévoient une limitation de responsabilité, qui prévoient précisément aussi le contenu de votre prestation. Vraiment. Je voulais rebondir un petit peu sur tout ça parce qu'il y a pas mal d'indépendants qui se disent non, mais la plupart du temps, j'ai pas de problème, je vais pas, tu vois, je vais pas m'embêter à investir dans du juridique alors que ça arrive jamais. Enfin, ça arrive qu'aux autres quasiment. Il y a pas mal de gens qui se disent presque que ça n'arrive qu'aux autres, mais en réalité, il suffit d'un seul client
relous et qui jouent sur les mots, qui vraiment cherchent la petite bête, et il y en a, et tu le sais mieux que moi, Mm. pour vraiment vivre un enfer, quoi. Est-ce que tu as déjà eu des cas vraiment où tu t'es dit, mais il y a vraiment des... Enfin, même toi, en tant qu'avocat, tu te dis, mais il y a vraiment des gens qui abusent, quoi, qui cherchent la petite bête et qui sont là pour embêter les prestataires, quoi. Bien sûr, alors nous, on a une vision forcément biaisée parce qu'on voit beaucoup plus de cas Oui, c'est ça. problématiques arriver, mais je le dis franchement, quand il y a un cas vraiment problématique qui arrive, effectivement, ça peut mettre à mal Hmm. un prestataire, ça peut non seulement être des frais importants au niveau juridique pour se défendre, mais c'est aussi une prise de tête au Ouais, niveau mindset, c'est de la défocalisation sur son carrément. business, donc ça, c'est très important aussi de comprendre ça. Et en plus, quand on a justement un mauvais contrat, bah, c'est une situation où même si vous avez un bon avocat, c'est plus difficile pour lui de vous sortir d'affaires, contrairement au fait de si vous aviez un très bon contrat Bien qui sûr. était carré. Donc, ta question, c'était est-ce que j'ai un exemple, c'est ça Ouais, toi, ça t'arrive d'être étonné vraiment par vraiment des clients où tu te dis, mais il y en a vraiment qui ont du temps à perdre, quoi. Parce que, tu vois, ouais, Je ouais. sais pas si foncièrement c'est réellement ça, mais Mhm. c'est qu'à partir du moment où en fait, quelque part, il y a quelque chose qui ne nous a pas plu dans un comportement d'un prestataire ou autre, en fait, dès lors qu'on va, et si on reboucle sur la question du droit de rétractation, dès lors qu'on sait qu'on a un moyen de sortir et de Ouais. se dire, parce que là dans ce que je citais tout à l'heure relativement au droit de rétractation et Mhm. à ce coach sportif, à la base, c'est parce qu'il y avait une insatisfaction que les clients se sont comportés Ouais. comme ça. Ben, en fait, il suffit qu'ils aient vu quelqu'un qui leur explique que grâce au droit de rétractation, ils allaient pouvoir obtenir un bon remboursement pour Ouais. se dire, bah, c'est mon moyen à moi puisque le droit est en ma faveur. Donc, en fait, je pense qu'il y a évidemment des clients qui sont naturellement de mauvaise foi. C'est plutôt rare. Il faut mieux Ouais. les Ok. éviter dès le début. Euh, je dirais qu'il y a deux types de clients qu'il faut éviter. Il y a ce qu'on appelle un peu les quérulents processifs. C'est des gens qui foncièrement, dans leur mindset, cherchent toujours la petite bête et cherchent Mhm. toujours le litige, sont potentiellement un peu paranoïaques, etc. Et ça, ça, Mhm. ça se, ça se ressent, ça se ressent assez bien. Et puis, il y a un autre type de clients qui, eux, finalement, et c'est assez rare, mais on en trouve dans certains dossiers, euh, connaissent parfaitement le juridique et l'instrumentalisent limite dans Mhm. leur politique de boîte, Ah oui. parce qu'ils savent qu'avec le juridique, ils vont gagner de l'argent, ça Ouais. va leur permettre de ne pas finaliser une prestation dès qu'elle n'est pas forcément conforme à ce qu'ils souhaitent, etc. Et ça existe. Ça existe, ouais. Ouais, ça existe. Effectivement, il y a des personnes qui en profitent un peu. Ton cabinet, est-ce que tu interviens uniquement en France ou est-ce que tu bosses avec par exemple, des entrepreneurs belges, suisses? Et si oui, est-ce que tu as vu une différence culturelle par rapport au droit, justement? Enfin, je ne sais pas si vous bossez avec d'autres pays. Nous, on est spécialisé en droit français, on est des avocats Mhm. en droit français, mais évidemment, nos clients sont situés dans le monde entier. On a pas mal de clients, effectivement, en Suisse, à Dubaï, aux États-Unis, qui peuvent vouloir venir sur le marché français. On a Mhm. aussi toute cette catégorie de clients qui sont expatriés, notamment dans, Mhm. dans l'entrepreneuriat du web. Mais comme en matière de web, c'est finalement le lieu du consommateur, du coup, ils souhaitent se Ouais. mettre en conformité. Et pareillement, comme ils savent qu'on est en matière en B2B, on dit que le contrat fait la loi des parties. Du coup, vous pouvez avoir un avocat finalement qui rédige entre guillemets en droit français. Ça reste du droit contractuel, donc qui fait la loi des parties. Mhm. Tout ça pour vous dire que oui, on a des clients qui sont dans le monde entier. Au niveau des mindsets, moi j'ai remarqué effectivement que en France, on n'a pas ce réflexe juridique ou avocat très important au démarrage d'une boîte. Vous allez aux Mhm. États-Unis, l'avocat, c'est Ah bah ça, ouais. fondamental. Vous démarrez un business, c'est fondamental. En Mhm. Suisse,
j'ai pas mal de clients suisses, ils sont aussi comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie. En fait, ils ont une culture aussi de l'investissement en eux-mêmes, l'investissement dans, dans, oui, dans des choses qui sont importantes pour la sécurité de leur activité est fondamentale. Et c'est vrai qu'on a un peu moins cette culture en France où, de temps en temps, dès qu'on se dit oui, ça coûte un petit peu cher, etc., ça dissuade. On a un rapport à l'argent qui est un peu différent que dans certains pays. Oui, carrément. Je voulais parler un petit peu des CGV et des contrats. Pourquoi pour toi, c'est crucial d'avoir des CGV et des contrats solides et quelles peuvent être aussi les conséquences de mauvaises CGV et de mauvais contrats CGV et des conditions générales de vente pour traduire. Quelles peuvent être les conséquences de tout ça? Ouais, bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, le contrat, c'est ce qui vous relie à votre client. Donc, avoir des CGV, en fait, si notamment vous vendez à des consommateurs qui ne respectent pas le droit de la consommation, bah, ça peut vous attirer des ennuis. De la même façon, ne pas avoir, si vous vendez de la prestation, entre guillemets, high ticket ou de la prestation, grosso modo, à plus de 5 000 euros, 5, 10, 15 000 euros, ce qu'on fait souvent en tant que prestataire de service, Mhm. bah, plus vous vendez entre guillemets des grands tickets, plus le risque est important parce qu'encore une fois, pour 2 000 euros, on ne va pas prendre d'avocat, on ne va pas aller en justice. Si par contre vous vendez le développement d'un site internet avec toute une stratégie sur de long terme à 50 000 euros, si ça ne se passe pas bien, bah, vous avez de grandes chances que votre co-contractant saisisse un avocat et que voilà. Donc, ayez des bons contrats, c'est fondamental parce que ça va vous sécuriser. Donc, vous pouvez d'ailleurs avoir des CGV, vous pouvez avoir des contrats, c'est la même chose. Des CGV ou un contrat, c'est le cadre contractuel que vous imposez. Encore une fois, éviter l'ambiguïté dans le cas d'un contrat. J'ai par Oui. exemple cet exemple de développeurs que j'accompagnais qui avaient mis une clause dans leur contrat qui était en cas d'annulation de votre développement, annulation unilatérale de votre fait, donc hors contentieux, les heures reportées dans notre système de suivi seront dues. En fait, cette clause ne veut rien dire puisque quand on est parce qu'on parle de hors contentieux, alors même que on est dans un contentieux. Et donc, ça veut dire, est-ce qu'on doit reporter les heures? Est-ce qu'elles sont finalement dues ou pas? Et donc, en fait, il y a une interprétation divergente qui va se faire sur le contrat et ça peut mettre véritablement en danger parce que qui dit interprétation divergente dit que l'avocat qui vous défend sait qu'il va y avoir un aléa dans le cadre de la procédure et donc va devoir négocier, puisque c'est ça qui se passe. En fait, c'est qu'on quand on n'est pas sûr de gagner, on est obligé de faire des compromis, de négocier, et potentiellement, ça va vous faire perdre de l'argent. Pour conclure, un bon contrat, c'est quoi? C'est important, on parle du mauvais contrat, mais le bon contrat, c'est quoi? C'est un contrat qui évite les litiges parce qu'il est limpide. Chacun sait ce qu'il a à faire, chacun connaît ses obligations. Et puis, c'est un contrat aussi qui vous permet d'en sortir facilement en cas de désaccord et qui, évidemment, réduit votre responsabilité, limite et plafonne votre responsabilité, comme je le disais tout à l'heure. Un autre point qui est aussi fondamental, et ça, on sensibilise toujours les clients qui peuvent être des prestataires de services, par exemple, c'est soyez le rédacteur, ayez la maîtrise de vos contrats. Vous n'avez pas remarqué d'ailleurs que toutes les grosses boîtes, elles proposent leurs contrats, même à l'achat, etc. C'est pas pour rien. C'est parce que quand c'est vous qui proposez votre contrat, vous avez la maîtrise. Et il y a une statistique qui est que 90% des contrats, notamment dans les relations entre TPE, ne sont pas négociés. Ça veut dire qu'en fait, systématiquement, la personne, elle va signer votre contrat et donc toutes les clauses positives qui vous protègent, genre les limitations de responsabilité, la réduction des allers-retours, etc., vont être acceptées comme ça. Et si une négociation s'enclenche, tout va être visible et vous allez pouvoir négocier plus facilement aussi en disant ça j'accepte, ça je n'accepte pas, Mhm. etc. Donc c'est pour ça, Oui. avoir son propre contrat, c'est un game changer
au-delà du bénéfice inattendu dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que avoir un bon contrat, ça fait aussi pro, ça vous crédibilise, ça fait prestataire qui est bien cadré. Et quand on est client, on aime bien que nos prestats cadrent nos missions et soient pro. Donc, avoir des bons contrats, non seulement ça vous sécurisera énormément, ça vous permettra aussi potentiellement parfois d'engager plus vos clients, de gagner plus d'argent et en plus, ça permettra de rehausser la valeur perçue de qui vous êtes, c'est-à-dire votre posture de professionnel. Ouais, carrément, c'est super intéressant de rentrer un peu dans les détails comme ça. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez fait, justement. Donc, je suis très content que tu interviennes sur la Il y a chaîne. une part mindset, hein. Ouais, non, mais complètement, complètement. Et puis, c'est intéressant, mais même dans nos échanges, parce que je l'ai pas dit, mais mettez mon avocat aussi. C'est vrai qu'on échange beaucoup sur tous ces enjeux-là. Bien Euh, sûr. je voulais parler un petit peu de l'IA, parce que moi, j'ai pas mal de personnes qui me suivent, qui utilisent de plus en plus, forcément, ChatGPT, Midjourney, etc. Euh, Est-ce que tu peux en toucher deux mots par rapport à la propriété intellectuelle? Est-ce que tu vois de nouvelles problématiques par rapport à ça? Ouais, tout à fait. Alors, l'IA, il y a des enjeux qui sont assez passionnants en matière juridique et je l'ai déjà dit ailleurs, c'est que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est généré par l'IA n'est pas protégé par la propriété intellectuelle. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le code de la propriété intellectuelle, euh, on protège l'originalité et la création. C'est-à-dire que il faut, c'est l'œuvre qui est protégée et par nature, une œuvre est une empreinte créative de son auteur et l'empreinte créative de l'auteur ne peut être que celle d'un humain. Ça veut dire que tout ce que vous allez générer par exemple par ChatGPT ou par Midjourney, des images ou des textes, ne vont pas pouvoir être protégés par la propriété intellectuelle. Et moi, finalement, d'un point de vue juridique, je pense que du coup, lorsque vous êtes prestataire de services et que vous allez générer du contenu humain, si vous êtes copywriter par exemple, et que vous allez générer du contenu vous-même, vous allez avoir un argument vis-à-vis de vos clients de leur dire, moi, le contenu que je te cède, hein, évidemment, et sur lequel tu vas avoir une licence d'exploitation, ce contenu, il est protégé par le droit d'auteur, il est protégé par la propriété intellectuelle, tout simplement parce que c'est du contenu humain. Si vous faites appel à ChatGPT, vous vous faites copier votre page votre page de vente, par exemple, ou votre site Internet, eh ben, vous ne pourrez pas dire grand-chose, tout simplement parce que c'est du contenu qui n'est pas protégé par la propriété intellectuelle. Et donc, c'est un argument, du coup, qui devient un argument commercial de vente, tout simplement parce que ce qui émane de l'humain est protégé par la propriété intellectuelle. Ok, super intéressant. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde parce que c'est une question qu'on me posait pas mal. J'avais dit que je t'accueillerais sur la chaîne et il y avait quelques questions par rapport à ça. Je voulais aussi te demander par rapport à te poser la question sur les enjeux de la délégation parce qu'il y a beaucoup de prestataires qui délèguent en fait eux-mêmes une partie du travail à d'autres prestataires ou même des agences digitales qui vont déléguer une partie. C'est quoi les enjeux et les risques et comment se protéger quand on délègue une partie du travail vis-à-vis du client final? Alors déjà, moi, d'un point de vue, moi, je suis aussi un entrepreneur, hein, bien sûr, et d'un point de vue entrepreneurial, euh, je pense que c'est une bonne chose de savoir déléguer une certaine partie de son business parce qu'on ne peut pas être bon partout. Par exemple, déléguer le marketing si vous n'êtes pas fort en marketing ou déléguer le juridique ou l'administratif si vous n'êtes pas bon en juridique et administratif à des personnes qui maîtrisent ces sujets-là, vous fera gagner beaucoup de temps. Et si vous avez de l'ambition dans votre business, il est indispensable d'avoir un mindset de délégation. La délégation, elle a des enjeux juridiques, comme toute chose, bien sûr. Et le premier enjeu, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est la propriété intellectuelle. Tout ce que vos clients, tout ce que vos prestataires ou vos fournisseurs vont créer, est-ce que vous en êtes bien propriétaire? Encore une fois, vous pourrez croire que ça va de soi, mais si ce n'est pas écrit avec une clause de cession formelle dans vos contrats, vous n'en serez pas propriétaire. Du coup, il faut avoir des contrats avec des clauses de cession de droits avec vos freelances, avec les prestataires, les sous-traitants qui interviennent pour vous. Autre point, c'est que un prestataire, c'est bien, c'est indispensable, mais il faut
quand même avoir une certaine vigilance parce qu'il va avoir accès à des éléments de votre business qui sont parfois extrêmement confidentiels, tant au Mhm. niveau, par exemple, des potentielles données personnelles hein, de vos clients, des CRM, etc., que à des méthodologies que vous avez dans votre activité. Et ça peut être intéressant. Par exemple, je ne sais pas, pour toi, Yann, si tu fais de la formation LinkedIn, bah, de travailler, par exemple, avec un prestataire, si tu es un copywriter dans ce domaine-là, qui, qui te réserve une exclusivité ou une non-concurrence sur ce domaine-là, par exemple. Et donc, d'avoir des clauses de non-concurrence, c'est important pour protéger votre activité. D'avoir également des clauses de confidentialité. C'est-à-dire que ce qu'il apprend sur votre savoir-faire, sur votre manière de faire, la méthodologie de votre entreprise, il ne peut pas s'en servir puisqu'il est soumis à une clause de confidentialité. Et vous pouvez assortir ces clauses de non-concurrence ou de confidentialité de clauses pénales, c'est-à-dire avec une pénalité dissuasive. Voilà. Sachez également que la clause de non-concurrence, pour être valable, elle doit être quand même proportionnée et limitée dans le temps, dans l'espace, oui, dans le temps, dans l'espace et sur un secteur d'activité donné. Sinon, si elle est trop importante, elle peut être euh, nulle. D'accord. Troisième point, après avoir vu la propriété intellectuelle et puis les clauses de non-concurrence et de confidentialité, quelque chose qui est très, très ignoré, c'est un risque qui est important. Vous avez un freelance et qui peut être d'ailleurs situé dans le monde entier. Vous devez, si ce freelance ou ce prestataire travaille pour vous et que ses missions sont supérieures à 5 000 euros, vous devez avoir et vous devez lui demander une attestation de vigilance. À défaut, si jamais ce prestataire a un contrôle URSSAF, ce qui arrive, et c'est arrivé dans certains dossiers qu'on a traités, eh ben, l'URSSAF peut se retourner contre vous et considérer que vous êtes solidairement tenu de régler ses cotisations sociales parce que vous n'avez pas demandé son attestation de vigilance. Donc, Ok. dès lors que quelqu'un travaille pour vous et qu'il commence à facturer plus de 5 000 euros, alors ce n'est pas 5 000 euros par mois, ce n'est pas 5 000 euros par an, c'est 5 000 euros en totalité, hein, si ça fait D'accord. Ah plusieurs oui. fois que vous lui demandez des missions, et, vérifiez et demandez une attestation de vigilance. Vous pouvez mettre cette clause-là, d'ailleurs, de l'obligation de fournir une attestation de vigilance dans vos contrats. Ça vous permettra de réduire ce risque de solidarité fiscale. Autre point très important, c'est les personnes qui finalement vont prendre leur freelance un peu pour des salariés. On voit pas mal Mhm. ça d'ailleurs dans Ouais. l'entrepreneuriat du Ouais, web, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'il y a des gens qui bossent à plein temps pour d'autres. Les mecs Mhm. sur les réseaux sociaux sont très contents de dire ouais j'ai embauché toute une équipe, etc. Mhm. Et en Alors que fait, ils c'est sont pas absolument embauchés pas du tout. Ouais. ils ne sont pas embauchés du tout, ça n'est pas des salariés. Et Ouais. attention, parce que là encore, il y a un vrai risque, il y a un risque très important, c'est le risque de requalification en contrat de travail avec, et on le sait très bien, avec les freelances, c'est-à-dire que dans toute relation commerciale, ça peut se passer bien les 2, 3, 4 premiers mois, et puis au bout d'un an, 2 ans, les choses évoluent et ça peut dégénérer. Et si ça dégénère et que vous êtes dans une relation de subordination et que votre freelance considère qu'il est en situation où il a travaillé à plein temps pour vous, dans une situation de travail dissimulé, il peut vous demander jusqu'à 6 mois de salaire, il peut demander la requalification, toutes ces heures supplémentaires, un préavis pour la rupture de son contrat de travail, et c'est des sommes potentiellement énormes qui peuvent mettre en très grande difficulté votre société. Donc, pour être vigilant par rapport au risque de requalification du contrat de travail, vous devez être vigilant dans vos contrats en ayant des clauses qui réduisent ce risque, et vous devez être aussi vigilant dans votre comportement. C'est-à-dire qu'un freelance, il n'a pas à vous demander est-ce que je peux prendre des congés. Vous n'avez Ouais. pas à organiser son temps de travail et lui dire tu bosses de 8 heures à 19 heures pour moi. Donc voilà, soyez vraiment très, très vigilants là-dessus. Dernier point, et c'est que, comme toujours, être précis dans les missions que le freelance a à faire pour vous, tout en lui accordant effectivement la liberté qu'il doit avoir. Ça, c'est fondamental. Ok, non, très clair. Tu parles pas mal de clauses. Moi, en tant qu'entrepreneur, je suis obligé de penser à comment faire pour avoir des clauses rentables. Est-ce qu'il y a des clauses juridiques qui, selon toi, peuvent être utiles d'un point de vue business, au-delà du fait d'avoir une bonne image aussi auprès de ses clients? Mais est-ce qu'il y a des clauses qui peuvent, voilà, est-ce que tu en as en tête qui peuvent augmenter les conversions ou les revenus des indépendants de je ne sais quelle manière? Bah, il y a
des clauses qui vont vous faire économiser de l'argent en cas de problème, hein. Je parlais tout à l'heure de la Ouais. clause limitative de responsabilité et Mhm. plafonnant votre responsabilité. Il y a des clauses qui permettent de la conversion, plus de conversion. Et ça, c'est plutôt un argument commercial, mais vous avez intérêt à bien le rédiger comme clause. C'est les Mhm. clauses de garantie, par exemple de garantie de résultat ou de garantie satisfait ou remboursé, Mhm. où vous pouvez conditionner cette clause. Attention, parce que si une clause de garantie est mal rédigée, elle s'interprète contre celui qui la présente. En conséquence, c'est important d'avoir des clauses de garantie qui sont bien rédigées. Autre point, euh, c'est que par exemple, euh, quand on est dans une relation de sous-traitance, et quand vous avez par exemple des sous-traitants qui vont intervenir pour vous, avec votre client final, c'est très intéressant de mettre des clauses de non-sollicitation. Pourquoi? Et nous, dans certains contrats, moi, ça me rappelle une affaire où j'avais mis une clause de non-sollicitation entre le client final n'avait pas le droit de solliciter un des prestataires qui intervenait. Ça a permis qu'au moment où l'intermédiaire souhaite quitter le projet, en fait, il puisse revendre le contrat et la simple clause qu'on avait mis a permis en fait à notre client de gagner plus de 25 000 euros en pouvant revendre le contrat quelques années plus tard. Et en fait, c'est juste parce qu'on a pensé à mettre cette clause-là finalement dans le contrat. Euh, Autre point très important, les contrats d'apport d'affaires. Évidemment, quand on est freelance, prestataire, on peut avoir intérêt sur certains domaines dont on n'est pas compétent, apporter des affaires à d'autres. C'est très intéressant. On peut générer Ouais. des commissions dans le web, dans le domaine du web, ça s'appelle l'affiliation. Si vous êtes apporteur d'affaires ou si vous êtes celui qui bénéficient d'un apport d'affaires, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Donc, vous avez intérêt à rédiger des contrats différents parce qu'il y a souvent des litiges qui naissent là-dessus. Est-ce que la commission, c'est lors de la première affaire ou est-ce que, par exemple, si vous dites oui, tu as 20%, bah, c'est dans toute la totalité, dans le temps, c'est-à-dire que Mhm. finalement, à chaque nouvelle affaire, le client qui a été apporté, bah, vous allez pouvoir percevoir 20% de ce qu'il a apporté. Évidemment, avoir une rente de situation, ça peut être intéressant quand on est en situation d'apporteur d'affaires. Évidemment, si vous êtes dans la situation de la personne à qui on apporte une affaire, ça peut être un peu déstabilisant de savoir que sur des années et des années, on vous réclame ça. Et souvent, les apports d'affaires sont pas formalisés et ce qui peut générer clairement des litiges assez importants à ce sujet-là. Ok, donc, super intéressant. Je trouve ça vraiment chouette de rentrer dans ces détails-là. Moi, merci pour toute cette valeur. En tout cas, c'est un truc que je vois rarement sur YouTube. Je crois que j'ai jamais vu à ce niveau de détail. Moi, j'ai fait des études de droit, donc tout ça forcément m'intéresse un minimum. Et puis, je trouve que c'est tellement important. Il y a beaucoup de prestataires qui sont complètement largués par tous ces enjeux-là, parce que c'est aussi assez technique, etc. Là, tu le vulgarises très bien. Évidemment, pour ceux qui ont des problématiques, ils peuvent faire appel à ton cabinet. Le lien sera en description. Mais on a aussi pour les personnes qui sont arrivées jusque-là voilà, une petite offre en partenariat. Est-ce que donc c'est un pack pour les aider à vendre leurs prestations sans risque. Donc c'est pour les prestataires de services. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu de quoi il s'agit? Le lien est évidemment en description. Oui, effectivement. Alors, on a mis en place un pack qui s'appelle le pack Presta, qui permet à tous les coachs, consultants, prestataires de services de vendre leurs prestations en étant pleinement protégés. Comme on l'a dit, quand vous êtes coach, consultant, prestataire de services, vous allez souvent vendre des prestations à un certain prix. Et donc, il est très important d'être cadré et sécurisé au niveau juridique, hein, d'avoir un contrat très protecteur avec cette clause limitative de responsabilité sur les recettes, d'avoir aussi un élément qui est très important, c'est la clause de durée. Est-ce que du coup, vous allez pouvoir réengager votre client d'une année sur l'autre? Quelle est la durée du préavis? Tout ça, c'est des éléments qui sont très importants. Dans le cadre de ce pack, vous allez avoir aussi un modèle de contrat pour déléguer
à des freelances, avec toutes ces questions de propriété intellectuelle, de non-concurrence, en étant parfaitement protégé. Vous allez aussi avoir des clauses de garantie pour plus de conversions sécurisées, donc avec vraiment des clauses qui sont extrêmement bien faites. Et encore une fois, parce que je t'entendais dire que c'était top et que tu avais fait des études de droit, et en fait, il y a une différence entre toute la théorie et ensuite la pratique et l'arbitrage que vous apporte finalement un cabinet. Et finalement, nous, nos modèles sont construits sur une expertise et une expérience qu'on a avec plus de des milliers de clients. Et ça permet d'améliorer en permanence. Évidemment, dans ce pack, il y a aussi des modèles de facture, modèles de mise en œuvre, enfin tout pour vraiment vous aider à avoir une activité de prestataire de service qui soit cadré, sécurisé, qui soit professionnel tout simplement et qui limite considérablement votre risque. Mais en plus de tout ça, et c'est là où on est extrêmement fier, c'est qu'on a deux éléments qui sont très importants aussi, c'est que vous êtes invité régulièrement à une masterclass dans le cadre de dans le cadre de ce pack qui vous permet de poser toutes vos questions à nous, à des avocats. Et rien que ça, c'est très important parce que vous n'êtes pas seul. Ça va vous aider potentiellement si vous avez encore une question sur le contrat, même si ceux-là sont extrêmement bien faits. Et ensuite, sur des questions juridiques que vous pouvez avoir dans votre activité au quotidien. Et également, l'autre point, c'est que nos contrats sont mis à jour pendant 2 ans. Donc, vous avez une garantie que vos contrats seront mis à jour, même s'il y a des évolutions réglementaires, parce qu'en cette matière, le droit évolue régulièrement. Si on a aussi des évolutions qui sont liées à des expériences qu'on a pu avoir dans les dossiers, à des jurisprudences récentes, voilà. C'est vraiment ce pack qui va vous permettre un gain de temps. Ça va vous permettre de mettre en place. Nous, ce qu'on estime, c'est que c'est en moins d'une demi-journée, tout ce que vous devez avoir sur le plan juridique pour être sécurisé. Et évidemment, si vous passez par Yann, il y aura un code promo. Et donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Notre objectif, c'est que le droit ne soit pas un frein, mais un pilier de votre réussite. Ouais, à ne surtout pas négliger. Pour le code promo, il sera pour les inscrits à ma newsletter. Donc, quand la vidéo sera sortie, ce sera quelques jours après la sortie de la vidéo. Mais évidemment, le pack est aussi disponible pour les personnes qui découvrent la vidéo bien plus tard, sans problème, mais à un tarif normal. Mais même au tarif normal, voilà, c'est difficile d'apporter autant de valeur juridique pour un prix aussi dérisoire. Donc, honnêtement, voilà, je l'ai déjà dit une fois, mais t'es mon avocat et je fais rarement des collaborations de ce genre-là. Donc, si je recommande ce pack-là et qu'on fait ce partenariat ensemble, parce que je touche une commission, je crois que je suis obligé de le dire juridiquement, forcément. Oui, tout à Voilà. fait, Donc, je suis effectivement. engagé là-dedans. Et voilà. Donc, si je le fais, c'est que j'ai parfaitement confiance dans le travail et l'expertise d'Henri et son cabinet. Donc, voilà, le lien est en description encore une fois. Vous avez tous les détails dessus. Est-ce que tu as un mot à ajouter? En tout cas, merci pour toute cette valeur et ton temps de manière générale, parce que je sais que tu es très occupé. Donc, est-ce que tu as un dernier truc à ajouter? Oui, en fait, j'aimerais que finalement vous compreniez que avec le juridique, il y a toujours des solutions et que plus vous le traitez en amont, moins ce sera problématique et moins ce sera cher. Ça peut être tout simplement en amont, ça peut être avoir des bons contrats. Vous n'imaginez pas ce que ça vous fera gagner que d'avoir des contrats qui réduisent considérablement vos risques. Ça peut être aussi le réflexe à un moment donné d'appeler son avocat, d'appeler un avocat qui comprenne bien sûr ce que vous faites et qui a une réactivité avant que les choses s'enveniment en cas de litige. Donc, euh, ayez ce réflexe de vous dire toujours, euh, je visualise, j'anticipe, et c'est pour ça que c'est toujours important d'être un peu acculturé, d'être un peu éduqué au juridique. Je comprends un peu qu'il y a un problème, et ben j'ai le réflexe de me dire, il faut que je cadre ce problème le plus tôt, c'est le mieux, parce que en fait, avec le juridique, avec l'administratif en général, quand on laisse entre guillemets une quelque chose d'assez désagréable perdurer, en fait, ça prend de l'ampleur et le risque s'accroît. Donc, franchement, voilà, traitez ça au plus vite. Euh, voilà. Ouais. Enfin, quelque part, ce que je voudrais aussi que vous compreniez, c'est que gérer votre juridique vous fera gagner beaucoup de temps. Le juridique est une fondation essentielle de votre business. Après, effectivement,
passez par des solutions qui sont efficaces. Vous êtes des entrepreneurs, vous n'avez pas beaucoup de temps à passer là-dessus. Le juridique vous prend souvent la tête. Donc, mettez en place ce qu'il faut avec les bons outils. Évidemment, là, vous avez une opportunité avec InfoLawyers finalement ce que vous propose Yann, ça vous permettra d'économiser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et d'avoir en plus des conseils en parallèle. Une vraie sérénité aussi, parce que ça, c'est vrai qu'on en parle rarement. Mais moi, dès mes débuts en tant qu'indépendant, d'ailleurs, j'ai eu des histoires ouais, des clients relous, des mauvais payeurs, etc. Et tout ça peut être évité avec voilà, des contrats solides, etc. Donc, à ne surtout pas négliger. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Henri. Et Je puis, t'en prie, je t'en bah, prie. j'allais te dire à bientôt, mais j'espère qu'on se parle dans très longtemps. Comme ça voudra dire que j'ai pas de problème et tu me fais pas Oui, ou embêter. alors que tu as envie d'anticiper un problème. Encore une fois, Aussi, c'est vrai. C'est c'est vrai. une bonne pratique, ne Mais pas toujours appeler son c'est vrai, dans avocat l'urgence. C'est vrai. Mais on dans parle assez l'urgence. souvent là en ce moment. Donc, voilà. Clairement, clairement. Merci beaucoup en Et tout cas. Oui. un point aussi qui me semble intéressant, je sais qu'on en avait déjà parlé, c'est comment on pourrait démystifier quelque chose Hmm. au niveau juridique. Et moi, il y a un point que j'aimerais que vous compreniez. Hein. Je suis désolé, hein, je suis un peu Non, bavard, non, mais vas-y. On a le c'est temps. c'est qu'aucun, et ça va peut-être finalement vous rassurer, aucun entrepreneur et aucune entreprise n'est 100% conforme. Le 100% de conformité est impossible. Il y a trop de règles, le droit est trop fourni, même, même parfois les députés, donc le législateur, ne sait même plus comment s'y prendre parce qu'en fait, ils font des règles et c'est pour ça qu'en fait, les Ils savent avocats pas ce qu'ils font des étudient fois parce aussi. que c'est tellement complexe à un moment donné. Donc, rassurez-vous, l'entrepreneuriat, c'est pas être 100% conforme. Et si vous voulez être 100% conforme, le droit et le juridique va vous faire procrastiner et vous serez bloqué par le juridique. Et ça, on en voit trop, malheureusement, des gens qui ont des beaux projets et que le juridique bloque, ils ne savent pas par où commencer, etc. Donc, rassurez-vous, sur ce niveau-là, vous ne pourrez pas être 100% conforme. Ce qui est important, en revanche, c'est justement de, d'arbitrer, de savoir qu'il y a des risques, mais de savoir qu'il y a des zones où on peut prendre ce risque, parce que l'entrepreneuriat, c'est finalement, on passe à l'action, on prend forcément un peu des risques, mais de connaître le risque et de connaître la probabilité et d'être bien accompagné pour que le risque soit réduit et soit réduit. Et c'est vraiment nous pour ça qu'on a créé InfoLawyers, pour aider les entrepreneurs à y voir plus clair dans les zones réelles de risque et pour pouvoir mieux arbitrer leurs risques et réduire les problématiques juridiques quand elles surviennent. On pourrait aborder tellement d'autres sujets. On pourrait faire une masterclass de 3 ans encore, mais voilà, j'ai dû couper certaines questions que j'allais à te poser parce que sinon, dans un format YouTube, forcément, c'est difficile. Déjà, au bout de 53 minutes, on est bon. Donc, merci en tout cas pour ton temps. Le lien est en description, évidemment, pour le pack. Et puis, bah, voilà, merci encore. Merci Yann. Un grand merci à toi d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce pour booster un petit peu l'algorithme sur ce genre de contenu un peu plus long, un peu moins favorisé par YouTube. Et je te rappelle que le lien pour le pack juridique dont on parlait avec Henri est en description. Tu as un tarif préférentiel juste après la sortie de la vidéo. Mais même si tu découvres cette vidéo 6 mois, 1 an ou plus après sa sortie, tu as un tarif préférentiel sur ce pack juridique qui va vraiment t'être extrêmement utile. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien pour en savoir plus et pour profiter de cette offre. En tout cas, je te dis merci pour ta confiance et à très vite pour un prochain contenu.